Alors, bonjour tout le monde, bon vendredi à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine au travail. Alors, j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, on va terminer la semaine en beauté. On est en compagnie de Frédéric Vaillancourt de MD Informatique, donc un collègue de travail, imaginez-vous. Aujourd'hui, Frédéric s'en vient nous parler de la fameuse loi 25. Je pense que c'est le courriel que j'ai reçu le plus dans les derniers mois, Fred. Tu n'as juste pas idée à quel point les gens se posent des questions sur cette bébite-là. Alors, bienvenue, Frédéric. Ben, merci beaucoup, bienvenue. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Fait qu'on va commencer tout de suite. Écoute, j'ai quelques petites questions pour toi. Honnêtement, là, je voulais qu'on fasse ça vraiment sweet, là, comme un vendredi. Donc, des petites questions faciles. Prends la peine de nous répondre dans tes mots. Moi, ce qui m'intéresse, dans le fond, je te dirais aujourd'hui, c'est vraiment là qu'on soit, dans le fond, en haute altitude. On veut regarder un peu c'est quoi la fameuse bête de la loi 25. Puis si les gens sont intéressés, ils vont pouvoir, dans le fond, soit me contacter ou te contacter, poser des questions supplémentaires. On est vraiment là pour vous. Ça fait depuis 22 ans qu'on est en affaires. On est là pour les gens d'affaires du Québec. On est là pour vous aider. Donc, débutons tout de suite avec les questions. Donc, la première question, qu'est-ce qu'un coach de loi 25? Le rôle d'un coach en loi 25, c'est d'accompagner une entreprise, une division d'affaires vers l'objectif commun qui est la loi 25, la conformité et la compréhension de cette loi 25-là. La loi 25 va nécessiter du travail collaboratif de beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement habitués de travailler ensemble. Le coach, ça va être d'harmoniser tout ça. Voyez un peu ça comme le contracteur général de votre maison, de votre projet. C'est lui qui va s'organiser, que vous ayez le bon plombier, le bon électricien qui rentre dans les bons moments pour l'obtention complète du projet. Fait qu'il y a plusieurs intervenants à ce que je comprends. Fait qu'il y a des gens, exemple, je pense, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un, il y a le gars de web là-dedans. Là. On ne peut pas faire ça sans le gars de web. Là. Et effectivement, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de votre web, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de votre sécurité informatique, de vos réseaux, de vos serveurs, de vos légales. Beaucoup d'intervenants pour bien faire le projet. Excellent. Deuxième question. Moi, je me posais la question, là, parce que j'ai une petite entreprise, là, je me dis, est-ce que je peux faire les changements par moi-même pour la loi 25? La vraie réponse est oui, tout peut être fait par soi-même. Après ça, il faut respecter ses capacités individuelles et ses connaissances individuelles en fonction de quel type d'entreprise que vous avez. Une petite entreprise qui a très peu de données de la loi de la vie privée, ça peut être possible. Par contre, je vous informe, si vous avez besoin d'un peu de connaissances en informatique, en réseau, en système, en sécurité, un peu de connaissances légales. Fait que pour une petite entreprise, oui, c'est possible si vous avez accès à ces connaissances-là facilement. Plus votre entreprise est grande, plus ça commence à nécessiter de compétences dans ces divers domaines, ça devient un projet un petit peu plus complexe. Fantastique. Merci beaucoup. Prochaine question. Que peut-il arriver si je ne respecte pas la loi 25? Ma question, là, Fred, là, c'est, je veux savoir, là, exemple, un worst case scénario. Qu'est-ce qui peut arriver si aujourd'hui, le 20 octobre, je me dis, ah, pas le temps d'arranger ça. Moi, il faut que je fasse des ventes. Je suis un vendeur. Laisse faire ta loi 25. J'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver comme entrepreneur si je ne respecte pas la loi 25? Dans le cadre de la loi, ils ont prévu des amendes avec divers paliers d'amendes en fonction du type d'entreprise. Sans faire tout le détail des paliers qui est relativement exhaustif, disons que le maximum, c'est le montant maximum entre 25 millions et 4 % du chiffre d'affaires mondial de votre entreprise. Okay. Donc, la loi 25 se dote d'un cadre pour être capable de répondre autant aux exigences et aux réalités financières d'un gros Facebook que quelqu'un qui est plus petit. Ça s'adresse vraiment à tout le monde qui veut faire affaire au Québec. OK, puis honnêtement, je ne connais pas grand monde qui pourrait dire, bah, 4 pas besoin. Pas besoin du chiffre d'affaires de 4 C'est assez majeur dans une entreprise. Là. Surtout, on connaît le marché actuel. Je ne pense pas qu'il y a grand personne qui aimerait ça se passer de 4 un petit 4 additionnel. Là. Voilà, c'est ce qui est venu faire la commission. Ils se sont venus s'assurer que leur loi ne puisse pas être ignorée par personne, incluant les joueurs majeurs qui ont des budgets en centaines de milliards. OK. Puis, juste faire un petit complément aussi, j'ai entendu récemment, il y avait des gens qui parlaient de la situation sur LinkedIn, mais on s'attendait que la commission dise on va prendre du temps, on va laisser le temps aux gens de s'adapter. C'est pas ça, hein?
C'est pas ça. Il y a eu trop de fuites de données importantes par beaucoup de joueurs sur le marché. Au Québec, beaucoup de gens ont connu Desjardins, mais il y en a eu d'autres encore beaucoup plus graves que ça. Et puis, ça prenait une loi hier qui va être en place hier aussi, même que cette loi-là aurait dû être mise en place il y a 15 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui, je fais comme, bah, ça n'existe pas la loi 25, il y a des bonnes chances que j'aie une amende puis que je ne puisse pas faire, ben là, je n'étais pas au courant. Parce que là, théoriquement, tout le monde devrait être au courant parce qu'il y a déjà eu une étape préparatoire. Là. Donc, on parle que ça fait déjà 2 ans que le projet de loi est dans le fond, est mis sur pied, adopté en première partie en septembre l'an dernier, deuxième partie qui était dans le fond en septembre dernier. Donc là, on est dedans. Là. On doit être conforme en ce moment même, si je comprends bien. Absolument. Puis il y a même une autre partie en septembre 2024 qui s'en vient. Et puis il y a un adage très connu du Québec qui existe. Nul ne peut ignorer la loi. Oui. Une nouvelle loi qui est sortie, c'est donc la responsabilité de chaque individu et chaque entreprise de la connaître et de s'y conformer. Excellent. Prochaine question. Question comptable. Là. Je pense à tous nos comptables en ce moment sur LinkedIn là, qui nous écoutent. Là. Combien ça peut coûter pour se conformer à la loi 25? Et bien sûr, combien de temps que ça prend aussi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé les étapes, là, puis qui commencent à stresser. Donc, ça coûte combien, puis ça prend combien de temps? Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là parce que ça dépend beaucoup de quelques facteurs séparés. Quel type d'entreprise que vous avez? Si votre entreprise collecte très peu d'informations relatives à la vie privée, vous êtes un dépanneur, vous vendez un produit donné, la seule chose qui est de la vie privée, c'est les données de vos employés à l'interne. Votre conformité va être un petit projet court. À l'intérieur d'une semaine, tout peut être fait. Si votre entreprise est de faire du ciblage d'individus et de la revente de données statistiques, votre projet risque d'être extrêmement important et va coûter très cher. OK, donc ça dépend vraiment des données que l'entreprise utilise. Donc, si quelqu'un n'a pas de données, pas confidentielles, mais personnelles, je pourrais dire, l'impact va être moins grand et ça va être plus rapide à déployer. Mais quelqu'un qui, par exemple, comme tu dis, fait de l'analyse de données, a des fichiers Excel dans son organisation, etc., beaucoup de gens qui travaillent avec ça, là, ça devient beaucoup plus complexe et bien sûr, ça prend plus de temps et ça coûte bien sûr plus cher. Là. Exact, tout à fait. Tout à fait. Ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et puis du marché de votre entreprise. Sais-tu qu'est-ce que j'aime de cette loi-là, Frédéric? C'est le fait que j'ai souvent dans mon... on le disait tantôt, là, ça fait 22 ans que je fais ce métier-là officiellement, que mon entreprise est enregistrée, incorporée. J'ai tellement vu de fois des gens qui manquaient de respect pour les informations personnelles. J'ai vu des gens prendre des numéros de carte de crédit sur un calepin, laisser ça sur le bureau, partir prendre un café. Puis là, je te parle de concessionnaire automobile. Là. Je te parle que des gens qui peuvent me dire « Ah, ça fait 4 fois qu'on se fait pirater, puis on ne mettra pas l'antivirus. On n'aime pas ça, on ne mettra pas ça, ça ralentit les ordis. » Des comportements comme ça. Donc, la loi 25, là, ça va, selon moi, venir au moins diminuer ces gens-là qui se foutent complètement, dans le fond, des renseignements personnels de leurs clients. Ça va venir mettre un baume sur cette plaie-là, qu'il y a bien des gens qui font attention, mais ceux qui ne font pas attention, ils vont se faire pogner, là. Exact. Puis oui, puis il est temps que les entreprises prennent soin de ça, de nos données personnelles. Je connais personne qui est heureux de savoir que ces informations personnelles ont été perdues par Desjardins. Non. J'ai connu des gens qui se sont fait pirater suite à Desjardins. Ça a été des centaines d'heures de procédures et de problèmes. Ça prenait un cadre administratif pour ça. Pour l'instant, il est au Québec et j'ai très hâte de le voir s'appliquer au Canada, aux États-Unis. Puis ça va s'en venir. C'est une question de temps, ça va s'en venir. Sûr et certain, l'Europe l'a déjà fait avec le GPDR, si je ne me trompe pas, qui est l'acronyme, là. Oui. GRDP. pas un super grand connaisseur. Moi, je m'occupe des ordinateurs, Fred. C'est toi l'expert. Chacun sa tasse de thé. Mais on le voit, tu sais, en France, c'est quelque chose qui est très présent depuis déjà quelques années. Je pense que c'est depuis 2020. Donc, vraiment, c'est une question de temps, selon moi aussi, avant que ça s'en vienne chez nos voisins, les Américains. Donc, prochaine question plus technique, là, parce que j'avais vu que
il fallait nommer un responsable des données personnelles de l'entreprise. Ça, c'était l'année passée qu'on demandait ça. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est que ça dit par défaut, c'est le boss, mais est-ce que je peux nommer quelqu'un d'autre dans mon entreprise qui est responsable des données personnelles? Ben absolument. Même que tout à parier que le propriétaire ou R de l'entreprise ou la plus haut responsable de l'entreprise soit la mauvaise personne pour faire ça. La meilleure personne va être évidemment une personne d'autorité dans votre entreprise en qui vous avez confiance, qui a une excellente compréhension de l'informatique, puis aussi des concepts et enjeux éthiques reliés à la protection de la vie privée. Et puis évidemment, une conception de votre réalité d'affaires. Trouvez cette personne-là dans votre entreprise. C'est elle qui va pouvoir vous aider le mieux. Je te rajoute une petite question, là, un 6.1b. Est-ce que, dans le fond, on est obligé de la mettre sur notre page web, cette personne-là? Oui. Elle doit être visible, elle doit être connue et une façon de la rejoindre doit être publiée. La page web étant probablement la façon la plus moderne aujourd'hui, mais si votre entreprise n'a pas de page web, ben vous avez le devoir légal de le publier dans un journal d'affaires ou de le poster à vos clients possibles, mais vous devez le publier. Fantastique. Donc, de là, l'importance d'avoir peut-être un code web. Je pense que pour ça, au lieu de se taper ça à mitaine, de rentrer dans le code HTML, on fait Antoine, Yannick, on a besoin de vous autres. Chacun son métier, hein? Exactement. Parfait. Écoute, ça nous mène déjà à notre dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui, Frédéric. Je voulais savoir, dans le fond, comment ça fonctionne pour faire affaire avec toi? C'est facile. Envoyez-moi un petit courriel. loi25@novbox.ca, novbox.ca. Puis, ça va me faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Fantastique. Hey Frédéric, je te remercie beaucoup de ton temps. Donc, on répète, Frédéric est un expert, dans le fond, au niveau du projet de déploiement de la loi 25 au niveau de votre entreprise. Donc, ce n'est pas un juriste, Frédéric, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir se prononcer sur la loi, mais c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de, bien sûr, bien analyser le texte de loi et d'être capable de dire, ben, voici tel point, pour te conformer, il va falloir faire telle et telle action. Donc, l'avantage de faire affaire avec Frédéric, c'est le suivant, c'est que c'est quelqu'un qui est structuré, qui est expert en gestion de projet. Ça fait 20 ans que Frédéric gère du projet informatique. Donc, il va être capable de prendre le temps avec votre équipe dans votre entreprise de définir quelle personne est capable d'affectuer une tâche. Comme par exemple, la personne pour le site web, ben, c'est qui ton webmaster? Rentre en contact avec, donne-lui ce paragraphe-là. Je veux que tu lui écrives ça, ça, ça. Je veux définir que la personne responsable de l'entreprise, c'est Simon Robert, le président. Mets son information sur le site web. Donc, Frédéric va être capable de pouvoir vous monter un plan de match. Il ne fera pas les choses pour vous, là. Donc, ça va être vraiment de simplement vous guider à travers, dans le fond, les étapes à réaliser pour pouvoir vous conformer au niveau de la loi 25. Frédéric, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir et un charme de travailler avec toi. Alors, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, mon cher. À toi aussi. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Excellent. Donc, on continue pour la deuxième partie. Donc, on a fait notre première partie au niveau du direct aujourd'hui. Donc, on a parlé avec Frédéric Vaillancourt, dans le fond, expert en loi 25. Je répète les coordonnées, loi25@novbox.ca, donc LOI25 @N comme Normand, OV, B comme bébé, OX.ca. Alors, Frédéric, ça va lui faire plaisir de répondre à toutes vos questions et il va pouvoir accompagner votre entreprise, bien sûr, dans la conformité à la loi 25. J'en profite, il nous reste encore quelques secondes avant de passer à la deuxième étape. Donc, je remercie à tout le monde qui sont présents et présentes aujourd'hui, dans le fond, dans le direct. Et je vous répète, pourquoi est-ce qu'on fait ça en ce moment? C'est, dans le fond, l'initiative de James Martel avec son défi 75 Hard. Donc, c'est l'édition LinkedIn. Ce qu'on a fait, c'est un défi de remise en santé à la fois, perte de poids, meilleure santé mentale, meilleure connaissance. Donc, le 75 Hard, c'est un défi d'entrepreneurs québécois et québécoises qui veulent grandir en étant, dans le fond, en meilleure santé. Le défi, en quoi ça consiste?
2 fois par jour, vous devez faire un exercice de 45 minutes séparé de 3 heures. Donc, ça peut être une marche le midi et une marche le soir. C'est parfait comme ça. Lecture de 10 pages d'un roman, je vous dirais, dans le fond, lecture de 10 pages d'un document, d'un livre sur l'entrepreneuriat, sur la croissance personnelle, ça serait mieux. Donc, on demande vraiment une lecture de 10 pages. Ça ne peut pas être un livre audio. Et le plus important que James nous parlait, dans le fond, mercredi, c'est le fameux gallon d'eau. Donc, on doit boire un gallon d'eau. Il faut commencer tôt le matin pour atteindre l'objectif. James racontait que des fois, il y a des choix à faire, comme par exemple, des fois, il sautait le café pour être capable de réduire son bidon d'eau. Pour moi, c'est facile. C'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Je l'ai facilement atteint de boire mon gallon d'eau. Je le bois tous les jours depuis mercredi. Donc, ça se passe bien. Mais c'est sûr et certain, il ne faut pas l'oublier. Il faut le traîner avec nous. Des belles histoires avec ça. Écoute, je me rappelle, on dînait dans les cercles d'affaires de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Et je me souviens, James qui arrivait au restaurant avec son gallon d'eau. Et là, notre ami Richard, le propriétaire, était là. James, correct, on en a de l'eau. Non, 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 il faut que je calcule. Je dois savoir quelle quantité d'eau que j'ai pris durant ma journée. Donc, ça fait des beaux moments hilarants, mais les résultats sont là. J'ai vu James, dans le fond, fondre comme neige au soleil au fil des défis. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vous invite, dans le fond, à joindre la communauté. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur LinkedIn. Je vous mettrai en relation avec l'équipe directement qui se réunissent tous les matins à 6 heures sur Facebook. Et bien sûr, on a notre rendez-vous jusqu'au 31 décembre à tous les midis. Nous sommes, dans le fond, en conférence privée sur LinkedIn ici, sur Facebook et sur YouTube. Donc, on fait une entrevue de 30 minutes avec un intervenant ou une intervenante, ou sinon, un peu comme ce midi, on fait ça un 15 minutes plus un autre 15 minutes. Ce qui nous mène à la deuxième partie. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, les amis, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est quelque chose qui n'est pas connu de la plupart des entreprises. Donc, je parlais d'Office 365, c'est un de mes chevaux de bataille. Pourquoi? Parce que Office 365, c'est utilisé par 80% des grandes entreprises. Donc, on s'entend que si on communique avec Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale, General Electric, peu importe, si on pense à une grosse entreprise, c'est sûr qu'ils sont sur Office 365. Du moins, on a 80%. La plupart des jeunes entreprises maintenant migrent vers Office 365 et on a aussi les petites PME québécoises qui ont fait le virage depuis environ 2015 vers cette technologie-là. Quelque chose qui n'est pas connu. Dans Office 365, il y a un filtre de courrier indésirable et il est caché. Ce que ça veut dire, c'est que si je vais dans mes courriers électroniques et je m'en vais dans la section spam ou la section courrier indésirable, je vais être en train de regarder les courriers qui s'y trouvent, mais il y a des chances que j'aille des courriels qui ne soient pas là, qui soient cachés à un autre endroit. Alors, c'est ça qu'on va aller découvrir aujourd'hui. On va aller découvrir où est le centre de contrôle des courriers indésirables de Office 365. Tout d'abord, quelque chose à savoir, c'est la chose suivante. Vous devez savoir que tous les profils, tout ce que je vais vous montrer, vous devez absolument être un administrateur de votre plateforme Office 365 ou que quelqu'un vous a délégué le droit d'aller dans ce portail-là. Donc, c'est important de vérifier avec votre équipe TI. Ça peut être votre fournisseur exactement comme MD Informatique, Novbox. Ça se peut, dans le fond, que vous ne soyez pas administrateur de votre compte Office 365. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez nous demander de vous donner l'accès, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on s'en va sur office.com. Je vais aller ici à gauche. Vous voyez, j'ai une section qui s'appelle Admin. Donc, je vais aller peser là-dessus. Si le bouton Admin n'est pas là, il y a des très fortes chances que vous ne soyez pas administrateur d'Office 365. Donc, j'arrive à cette belle page-là d'administration et je vais aller cliquer en bas à gauche sur Afficher tout. Je vais aller chercher une section qui s'appelle Sécurité ici. Je vais peser dessus. Ça va ouvrir une nouvelle page. On va arriver au centre de sécurité et de conformité
de Microsoft Office 365. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc, il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Bienvenue dans Microsoft Defender, blablabla. On ne touchera pas à ça. On va aller directement ici dans la section Email et collaboration. Vous allez voir, il y a une section qui s'appelle Révision. Donc, je vais aller peser sur le bouton Révision qui se trouve ici. Et je vais, excusez-moi, j'avais mon chat qui ne voulait pas collaborer. Donc, je vais arriver à cette page-là qui me dit ici, j'ai 3 sections. J'ai quarantaine, entité restreinte et tendance des logiciels malveillants. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la section quarantaine. Je vais aller cliquer sur quarantaine. Et là, c'est important de comprendre, ce n'est pas ma quarantaine, mais bien la quarantaine de toute l'organisation. Dans ce cas-là, bien sûr, MD Informatique. Je dois attendre quelques minutes ou quelques secondes pour que ça puisse apparaître. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai des courriels qui se trouvent ici. Généralement, lorsque le courriel arrive à cet endroit-là, on parle bien sûr de courriels qui sont vraiment des courriels indésirables. Cependant, des fois, il peut y avoir des bons courriels. Donc, il peut y avoir un courriel qui soit pas, dans le fond, vraiment malicieux ou qui soit pas un spam. C'est pour ça que vous allez pouvoir les libérer. Je vous donne un exemple concret. J'en ai un ici, Happy Halloween. Je me dis, hey, écoute, Simon, ça a l'air bon. Je suis curieux, je vais aller peser dessus. Et c'est là que vous ne verrez pas le courriel apparaître pour votre sécurité, mais vous allez avoir un aperçu de pour quelle raison est-ce que le courriel ne s'est pas rendu au destinataire, dans notre cas qui était info@mdinfo.ca. Donc, je vous donne un exemple ici. On disait, dans le fond, Happy Halloween, type de stratégie anti-courrier indésirable. Ça, c'est la stratégie qui est appliquée. Et on voit le destinataire qui était info. Ça a été mis en quarantaine. Pourquoi? Courrier indésirable. Je descends ici. Détail de la remise. Menace d'origine, aucun. Donc, il n'y avait pas de virus dans le courriel. C'est pas pour ça que ça a été bloqué. Emplacement d'origine, la quarantaine. On le sait, on est là. Action de distribution, ça a été bloqué. Et là, ce qu'on a, c'est technologie de détection. Réputation d'URL malveillante. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur du courriel Happy Halloween, il y avait un lien, donc un URL, un lien hypertexte qui mène vers un site web. Et ce site web-là avait la réputation d'être un site avec du contenu dangereux. Donc, du contenu d'hameçonnage, virus, ça pourrait être dans le fond pornographie, peu importe. Donc, Microsoft a catégorisé ce site-là comme étant dangereux et c'est pour cette raison-là que le courriel a été bloqué. Donc, on peut avoir par la suite toutes les informations. Donc, on peut avoir l'adresse SMTP sans rentrer dans les détails concrets. Donc, c'est le courrier qui a envoyé le courriel. Donc, c'était service@sonskyemail2.com. On s'entend, ça n'a pas l'air très véridique. Déjà, quand on rajoute un 2 dans une adresse courriel, ça semble être pour faire croire à la personne que c'était Sonsky Email, mais c'est version 2, version pirate, on s'entend. Emplacement CN. Ici, ce qu'on a, on a également l'adresse IP de l'expéditeur. C'est intéressant. On peut même aller voir, dans le fond, à quel endroit ça a été envoyé. Tiens, on va prendre un quelques secondes. Je vous montre ça. On a du temps aujourd'hui. Donc, je vais faire copier l'adresse IP. Puis, dans votre Google, faites la commande WHOIS IP. Donc, WHOIS espace IP. Et là, vous allez avoir des sites comme What's My IP, Lookup IP WHOIS Information. Ce que ça permet de faire, c'est que vous rentrez l'adresse IP et vous pouvez peser sur le bouton Lookup. Lorsque je fais ça, ça va me dire à quel endroit origine l'adresse IP de la personne. Et là, regardez bien ça. C'est-tu pas le fun? Ça vient de la Chine. Donc, on s'entend, c'est pas Happy Halloween de George de Microsoft aux États-Unis, là. On parle vraiment d'une adresse IP directement en Chine. Je ne veux pas faire le procès de la Chine aujourd'hui, loin de là l'idée de faire ça, mais on s'entend,
vous allez pouvoir le suivre. Il y a énormément de cas d'espionnage de la Chine en ce moment envers le Canada. Donc, ça se peut très bien que ça soit une tentative d'espionnage envers MD Informatique. Donc, c'est sûr, ça ne m'intéresse pas que quelqu'un me souhaite Happy Halloween d'un endroit de Chine avec un lien de courriel dangereux. Donc, on s'entend là, Microsoft a bien fait sa job. Ce courriel-là ne s'est jamais rendu dans ma boîte de réception pour la simple et bonne raison, c'était de la poubelle, c'était quelque chose qui était pour me nuire. Donc, merci Microsoft d'avoir bloqué ce courriel-là. On revient ici, dans le fond, dans notre chose. On a des choses comme, par exemple, le SPF était réussi pourtant. Donc, l'expéditeur envoyait du bon endroit. Ça venait vraiment de sunskiemail2.com. Donc, le pirate avait bien bâti ces choses-là. La seule chose, c'est que c'était de la poubelle quand même. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Microsoft a ajouté des couches à savoir, je vais valider les liens qui sont dans les courriels pour être sûr que c'est sécuritaire. Si vous n'êtes pas sur Office 365, je pense que c'est quelque chose peut-être qui vient de vous sonner une cloche de « Hey, c'est le fun, j'ai quelqu'un derrière mes courriels qui, avec l'intelligence artificielle ou encore avec les outils d'analyse, est capable de pouvoir s'assurer que les courriels que je reçois sont véridiques et sont des courriels, bien sûr, qui sont sécuritaires. » On en a un deuxième exemple. On a un courriel qui vient de la Russie ici. Donc, on s'entend. J'ai rien contre la Russie, encore une fois. J'aimerais bien ça aller visiter la Russie. Ça ferait un beau voyage. Mais on s'entend qu'en ce moment, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie, il n'aime pas trop Justin Trudeau en ce moment. On s'entend parce que Justin Trudeau apporte son support à l'Ukraine. Donc, on a des chances d'avoir une problématique avec la Russie. Ils sont un petit peu en guerre technologique avec nous présentement. Donc, il y a des bonnes chances que quand ça passe par la Russie, ça ne soit pas bon. Je vous conseille fortement d'être vigilant avec la Russie présentement. Donc, on le voit, ça a été un nouveau formulaire de contact. Ça veut dire quoi un formulaire de contact? Ça veut dire que quelqu'un a été sur mdinfo.ca, a été dans la section contact et a rempli le petit formulaire ici. Cependant, la personne qui a rempli le formulaire a été bloquée avec une stratégie anti-hameçonnage. Pourquoi? On va le voir dans quelques instants. Hameçonnage normal, courrier indésirable. On peut voir l'adresse de la personne, donc rambler.russie. On peut avoir l'adresse IP de la personne. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a eu vraiment quelque chose qui n'a pas été correct concernant, dans le fond, un URL qui était présent. On la voit ici. HTTPS, KZKB, blablabla. Ben, c'est très simple. Si c'est hameçonnage, c'est que automatiquement, Microsoft a détecté que l'URL était un lien d'hameçonnage. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi l'hameçonnage, pensez à quand vous allez pêcher. Donc, j'ai un hameçon au bout d'une file et avec ma canne à pêche, le poisson, il voit quelque chose, un ver de terre, il dit « j'ai faim ». Il vient croquer dans le ver de terre et finalement, c'est une mauvaise surprise. Il y a un hameçon qui vient le rendre prisonnier et là, ensuite, le poisson se fait sortir du lac ou de la rivière pour être consommé par l'humain. Mais c'est exactement le même principe, mis à part que c'est moins sanglant. Donc, pour l'être humain normal qui se fait hameçonner, ce qui se passe, c'est qu'on a un lien dans le courriel qui fait assemblant de quelque chose. Exemple. Votre mot de passe de Desjardins arrive à expiration. Cliquez ici pour le réinitialiser. La personne clique sur le lien avec un beau logo de Desjardins. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ce n'est pas le site de Desjardins, c'est un faux site de Desjardins hébergé en Russie. Puis là, ça dit entrez votre carte guichet, entrez votre mot de passe, entrez votre numéro d'assurance sociale. On veut être sûr que c'est bien vous. Puis entrez votre permis de conduire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, la personne en Russie, avec son réseau de contacts de fraudeurs au Québec, ils vont ouvrir une carte de crédit choix du président avec vos informations, malheureusement. Puis là, après ça, ben, ce n'est pas de l'épicerie qu'ils vont faire. Ils vont acheter des cartes cadeaux iTunes. Ils vont se mettre à acheter des choses chez Best Buy. Ils vont acheter des trucs en ligne à des adresses qui ne sont pas détectables, des PO Box, des choses comme ça. Résultat, il va y avoir une fraude de votre identité. Et ça va être extrêmement difficile à prouver que ce n'est pas vous. C'est problématique, hein? Mais c'est exactement ça
qui va se passer. Donc, on parle d'une situation où est-ce que des gens vont voler votre identité. C'est pour ça que l'hameçonnage, c'est très dangereux. Vous devez former vos ressources pour pas que ça l'arrive. C'était Simon Robert de Informatique en compagnie de Frédéric Vaillancourt. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde.